Bonsoir chers téléspectateurs et soyez les bienvenus si vous regardez MCR TV pour suivre cette tribune spéciale consacrée à la gratuité du traitement du paludisme. Vous savez, le paludisme a été décrété gratuit en République du Congo par le gouvernement pour rendre plus efficace la lutte contre cette maladie. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le professeur Clotaire Itoin, chef de service gynéco-obstétrique du CHU de Brazzaville, coordonnateur du diplôme d'études spécialisées de gynécologie obstétrique à la faculté des sciences et de la santé de l'université Mariengouabi, puis directeur de l'enseignement, de la recherche et de l'éthique au CHU de Brazzaville. Bonjour professeur. Bonjour madame. Et le docteur Antoine Loussambou, ancien conseiller à la santé du ministre de la Santé et de la Population, actuel directeur du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir, madame. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, je vous signale que après juste l'entretien avec nos invités, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions liées au paludisme. Vous aurez le téléphone ouvert, le numéro est affiché au bas de votre écran, vous pourrez appeler au 06 776 60 22. Le décor de notre tribune ainsi planté, nous allons donc entrer dans le vif de notre tribune. Professeur Clotaire Itoin, ma première question s'adresse à vous. Le paludisme reste la première cause de consultation médicale et d'hospitalisation en République du Congo, avec un taux de mortalité et de morbidité très élevé. Pourquoi cela? Merci madame de la question. Pourquoi le paludisme reste encore un gros problème de santé publique? Parce que vous dites la morbidité élevée, la mortalité également. Mais parce que les causes qui produisent encore malheureusement des effets de paludisme n'ont pas été toutes anéanties. Il y a encore le moustique. Le moustique est encore avec nous et on n'arrive pas encore à éliminer le moustique qui transmet la maladie. Et bien sûr, on n'arrive pas encore à être efficace dans la prévention et dans le traitement curatif. Et c'est pour cela que cette maladie, fort malheureusement, fait encore des dégâts. Comment se fait la prise en charge chez la femme enceinte lorsque le diagnostic se révèle positif? Alors, avant d'arriver au diagnostic positif, on va d'abord prévenir. Chez la femme enceinte, il y a une stratégie reconnue, mondialement reconnue, que le ministère en charge de la Santé applique dans notre pays. Alors la première des choses, c'est ce que nous appelons la prévention primaire. La prévention primaire consiste à ce que nous sommes en train de faire. Le fait de sensibiliser, le fait d'échanger avec la communauté, c'est déjà une partie de la prévention primaire. La prévention primaire consiste également à éviter que le moustique qui transmet la maladie, eh bien, qu'on s'éloigne de ce moustique, qu'on le tue. Donc, s'éloigner, tuer, passe par l'assainissement du milieu. Parce que tout autour de nous, il y a des mares d'eau, il y a des herbes, il faut assainir le milieu. La prévention primaire, encore, consiste à faire de telle sorte que le moustique ne soit pas en contact avec la femme enceinte. C'est-à-dire dormir sur la moustiquaire. Mais ici, on insiste sur la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, qu'on appelle l'IDA, et que monsieur le directeur pourra dire tout à l'heure comment le Congo a, dans le programme qu'il met en œuvre, distribue la moustiquaire imprégnée. Ensuite, vient la prévention secondaire. La prévention secondaire consiste à administrer le médicament chez la femme enceinte, dès lors qu'elle est enceinte, elle prend régulièrement un médicament pour que la maladie ne se déclare pas. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est le fait que, quand la maladie apparaît, il faut agir. Donc, ce qu'on appelle le traitement curatif. Il est à deux volets. Le volet où la maladie est simple, donc paludisme simple, et le volet où la maladie est grave, qui nécessite une hospitalisation.
En tout état de cause, le paludisme chez la femme enceinte est considéré déjà comme une situation à haut risque. Parce que ça constitue un danger pour la mère et ou l'enfant. Justement, professeur, on parle des dangers chez la femme enceinte. Quels sont ces dangers les plus graves liés au paludisme? Bon, les dangers sont, étant donné que c'est un couple, il y a la grossesse, donc la femme, et le paludisme. Autant le paludisme aggrave donc les situations au niveau de la grossesse également aggrave le paludisme. Alors, dans un premier temps, on va parler de la répercussion ou des répercussions du paludisme sur la grossesse. En effet, le paludisme agit sur la durée même de la grossesse. Vous savez qu'une grossesse dure 9 mois. Malheureusement, le paludisme peut entraîner l'avortement. Peut également entraîner un accouchement prématuré, donc avant le terme. En dehors de la durée, il y a la qualité même du produit de conception. Le paludisme peut entraîner ce qu'on appelle le retard de croissance intra-utérin, donc les petits points de naissance. Mais peut également entraîner la mort, pendant que l'enfant est encore dans l'utérus. Et deuxièmement, la grossesse peut entraîner alors des formes graves du paludisme. Parce que la femme enceinte, quoique, même quand elle n'est pas malade, mais il y a quand même une baisse de ses capacités à réagir devant un microbe. Donc, lorsque le parasite est introduit dans l'organisme de la mère, ça entraîne le paludisme grave. Donc, la femme peut être anémiée, peut convulser. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le neuropaludisme. Donc, je dis qu'il s'agit d'une association à haut risque qu'il faille prendre en charge. Je vais me tourner du côté du docteur Lusambo. La lutte contre le paludisme est menée par le Programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP, et vous en êtes le directeur. Quelles sont les stratégies mises en place justement pour lutter contre ce fléau? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Les stratégies, en fin de compte, le professeur venait déjà de parler de certaines stratégies. Mais je voudrais, pour que les uns et les autres le comprennent, les subdiviser en deux. Il y a les stratégies majeures et il y a les stratégies d'appui. Les stratégies majeures, c'est ce que le professeur venait de dire. Il y a la prévention, et je ne voudrais pas encore revenir sur toutes les activités liées à la prévention. Il a dit qu'il faut éviter effectivement le contact moustique avec la personne. Il a bien parlé de ça. Et il y a plusieurs manières justement pour lutter contre ce contact entre moustique et la personne. Le professeur a très bien expliqué. Il faut mettre des barrières entre le moustique et la personne. Mais aussi, il faut faire de telle manière que le moustique, qui est l'agent effectivement vecteur de ce parasite, ne puisse pas se développer. Là encore, c'est une grande stratégie, mais qui ne dépend pas du ministère de la Santé, qui dépend de tous les secteurs de la vie nationale. Parce qu'il s'agit de l'assainissement, il s'agit de faire de telle manière que le moustique ne puisse plus se développer. Ça, c'est l'assainissement. Mais les autres activités liées à la prévention, le professeur a parlé de ça. Donc, nous avons la première stratégie, la première intervention, c'est dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action et faire dormir. Parce qu'il ne s'agit pas de dormir soi-même, il faut faire dormir aussi les enfants. Parce qu'on a parlé de la femme enceinte, c'est normal, le professeur est du domaine, mais il y a aussi l'enfant de 0 à 15 ans qu'il faille protéger parce qu'il est vulnérable au même titre que la femme enceinte. Donc, cette catégorie de personnes aussi, il faut les faire dormir sous la moustiquaire. Bon, certains pays font aussi une autre activité liée à la prévention, à la destruction donc, de moustiques. Il s'agit de pulvérisation. Mais nous pensons que c'est une stratégie
qui est tellement coûteuse et qui a des répercussions aussi sur un certain nombre d'espèces qui nous sont utiles, à savoir l'abeille par exemple qui nous produit des miel, les papillons qui nous produisent, qui permettent la pollinisation des fleurs pour avoir les fruits, eh bien, au même titre que les moustiques, à cause de la pulvérisation, ils peuvent mourir. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de pays qui utilisent cette activité de pulvérisation. Il y a aussi les toiles moustiquaires qu'on peut mettre au niveau des ouvertures pour que les moustiques ne rentrent pas. Mais nous pensons que c'est des interventions, c'est des activités qui ne sont pas très efficaces parce que le moustique, souvent l'anophèle, pique à partir d'une heure donnée. Il ne pique pas à n'importe quelle heure. Il y a une heure où il commence à piquer. Donc, la première stratégie, c'est la prévention. Et la deuxième stratégie majeure, c'est les traitements. Et encore une fois, le professeur est revenu là-dessus. Une fois qu'on remarque les signes de paludisme dans notre pays, il me semble que plus de 95% de notre population connaissent déjà les signes de paludisme. La fièvre en est le premier. Mais je ne dis pas que toutes les fièvres sont dues au paludisme, mais au moins une grande partie des fièvres est due au paludisme. Courbature, inappétence, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à bien manger, et ensuite, le soir, surtout le soir, on sent des frissonnements, et tous ces signes-là sont déjà connus, comme vous avez dit que c'est une très vieille maladie. Les populations ont commencé à connaître ces signes de maladie, et une fois on constate ces signes-là, eh bien la première des choses, c'est s'adresser dans une formation sanitaire de première ligne. Pourquoi nous disons première ligne? Et parce que notre système de santé prévoit qu'il faut commencer les soins à partir du premier échelon, qui est le centre de santé intégré, où nous avons mis suffisamment de moyens, notamment des tests de diagnostic rapides, qui sont gratuits, à partir duquel, effectivement, si c'est positif, on peut vous traiter déjà le paludisme simple dont parlait le professeur. Maintenant, s'il s'agit d'un paludisme grave, avec des convulsions chez les enfants, avec l'anémie et d'autres complications comme chez la femme enceinte, en ce moment-là, on envoie à l'hôpital, et à l'hôpital, il y a d'autres moyens. On fait des examens, des microscopies, la goutte épaisse, et si elle est positive, en ce moment-là, on met un traitement de paludisme grave. Donc ça, c'est les deux grandes stratégies, je peux dire, des stratégies majeures. Maintenant, les stratégies d'appui, c'est le programme national de lutte contre le paludisme. C'est à ce niveau-là qu'on élabore, bien sûr, avec un comité scientifique, avec les sachants, avec le professeur de plusieurs domaines. C'est là où on élabore les protocoles thérapeutiques, c'est là où effectivement on fait la coordination, c'est à partir de là qu'on fait la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire on suit les cas à travers le pays, c'est là où on fait les études, parce que nous faisons aussi des études pour savoir est-ce que c'est le même moustique, est-ce qu'il a changé de forme, est-ce qu'il est devenu plus virulent qu'avant. Et il y a des études aussi qui se font à ce niveau-là, que nous appelons des études entomologiques et des études d'efficacité de produits que nous utilisons pour le paludisme. Donc, c'est à ce niveau-là, au niveau du paludisme, qu'on conçoit aussi les stratégies de campagne de moustiquaires. Comment il faut les distribuer, telles que la campagne que nous venons de connaître. Le ministre de la Santé, le ministre Gilbert Mokoki est venu lancer ici à Pointe-Noire cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et à partir de là, nous concevons donc toutes les stratégies pour atteindre tout le monde au niveau national. Donc voilà un peu les stratégies d'une façon. Mais ce que je voulais ajouter et appuyer, c'est que l'État congolais, depuis 2008, le président de la République a signé un décret, et c'est le décret 2008-208. Depuis 2008, ce décret-là a été signé pour rendre disponible, pour rendre gratuit le traitement du paludisme
chez la femme enceinte et chez les enfants de 0 à 15 ans. Ensuite, le ministre Gilbert Mokoki a encore signé une circulaire comme pour couvrir la catégorie sociale qui n'était pas concernée par la gratuité. Donc les autres, en dehors des femmes enceintes et les enfants de 0 à 15 ans, eh bien cette circulaire dit que la consultation et le diagnostic et le traitement, eh bien le tout ne coûte que 1500 francs. Alors, parlons justement de cette gratuité dans les différents centres de santé intégrés. Est-ce qu'il y a des mesures, des garanties qui ont été mises en place pour que cette gratuité soit effective quand on sait que parfois dans nos centres de santé, les médicaments manquent souvent. Vous partez, les populations se plaignent. C'est vrai qu'il y a la gratuité et quand on arrive, souvent les médicaments ne sont pas disponibles. Et quelles sont donc les garanties justement pour rendre effective cette gratuité dans les centres de santé? Madame la journaliste, les garanties se situe au niveau même de l'organisation du système de santé. Notre système de santé au Congo est bien structuré. Il y a un niveau central qui prend les décisions, qui élabore les stratégies. Il y a un niveau intermédiaire constitué par les directions départementales de soins et services de santé. Vous en avez une ici. Et il y a des districts sanitaires où il y a toute une équipe qui est là pour superviser le centre de santé intégré, pour regarder ce qui se fait dans le centre de santé intégré. Et à ce niveau-là, au niveau de centre de santé intégré, il y a même la représentation de la population à travers le comité de santé. Il y a aussi des relais communautaires qui vont dans la population pour expliquer toutes les mesures que nous sommes en train de dire. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une très bonne chose. Nous sommes en train de sensibiliser tous les Congolais qu'ils ont un droit que le président de la République a donné à travers ce décret dont je venais de faire état, et que ce droit-là, lorsqu'on arrive effectivement au niveau du centre de santé intégré, on doit, si on sent qu'il s'agit de signes de paludisme, eh bien, on doit revendiquer ce droit-là pour dire, mais en dehors de ça, le programme national de lutte contre le paludisme a fait des affiches qui sont partout. Et on peut lire chaque fois qu'on arrive dans un centre de santé intégré que le paludisme est gratuit pour les femmes enceintes et pour les enfants de 0 à 15 ans. Nous parlons justement de la gratuité du traitement du paludisme dans les centres de santé intégrés. Et en rapport avec ce sujet, la rédaction de MCR TV a réalisé un reportage dans un CCI de la place pour se rendre compte de cette effectivité. Nous allons suivre ce reportage et puis nous reviendrons sur ce plateau pour poursuivre notre émission. Le paludisme est l'une des premières causes de consultation médicale et d'hospitalisation en République du Congo, où le ministère de la Santé et de la Population a rendu gratuit le traitement pour les enfants de 0 à 14 ans, y compris les femmes enceintes. Roseline Bikouya, chef de centre du CSI Mbota et Traba, nous parle de son effectivité. Ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que nous faisons la gratuité du traitement du paludisme ici à Mbota, chez les enfants de 0 à 14 ans. Quand la population vient pour la consultation à l'hôpital, la première des choses, ils paient leur consultation. Chez les enfants de 0 à 5 ans, la consultation elle est à 1000 francs. Et puis, après avoir consulté, on demande les examens à faire. C'est plus précisément le test rapide du paludisme. Le test là, il est gratuit. Ça fait partie du kit de la gratuité du paludisme. Et quand on fait le test sort positif, on donne le médicament gratuitement. La femme enceinte est prise en compte, surtout quand la femme est suivie au niveau du CSI. Cette femme-là n'a plus besoin de payer sa consultation. Elle est déjà suivie là-bas. Quand elle vient, elles sont des symptômes du paludisme. Elle se pose chez sa sage-femme. Et c'est la sage-femme qui demande le test rapide. Et le test rapide, surtout chez elle, c'est gratuit aussi. Et quand elle finit de faire son test, ça sort positif ou ça confirme que la femme a vraiment du paludisme. À ce moment, on lui donne aussi son médicament gratuit. Mais il faudrait que ça soit à partir du 2e et 3e trimestre de la grossesse.
La sensibilisation des populations au sujet de cette gratuité est assurée par les relais communautaires dans les différents quartiers de la ville. La population est informée parce que nous avons des gens qui travaillent avec nous qu'on appelle les relais communautaires, qui servent de pont entre le CECI et la communauté. C'est à eux de véhiculer l'information au niveau de la communauté pour dire qu'il y a une gratuité, il y a une gratuité au CECI pour le paludisme. Coordonnée par le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, cette gratuité du traitement du paludisme au Congo avait été décrétée pour la première fois en 2008 avant d'être lancée en 2022. Alors, 2008, vous avez suivi ce reportage réalisé par la rédaction de MCR TV qui voulait bien constater l'effectivité de cette gratuité du traitement du paludisme dans les CECI. Professeur, vous venez de suivre donc ce reportage. Quels commentaires cela vous inspire-t-il? Merci bien, madame la journaliste. Le premier élément, c'est que il y a dans ce qu'elle a dit, elle a parlé des acteurs qui sont pas de l'hôpital, mais qui jouent un rôle très important, le relais communautaire. Donc, à tout un chacun de comprendre que le relais communautaire, c'est tout le monde. C'est celui qui va dire à la population qu'il y a la gratuité. Et quand vous partez à l'hôpital, il y a une gratuité. Ça, c'est le premier commentaire que je vais faire. Le deuxième commentaire, c'est qu'elle vous dit, quand la femme est suivie dans un CECI, quand la femme est suivie, la femme vient directement. Et on peut, bien sûr, à travers, il y a aussi des signes cliniques, on parle de la fièvre, mais surtout, on peut faire un test rapide qui est gratuit. Donc, et à la fin, elle vous dit aussi qu'il y a le médicament. Donc, vous avez dit que de bout en bout, d'un côté, il y a l'information, de l'autre, il y a le fait qu'on vient à l'hôpital, on diagnostique, et de l'autre encore, on traite. Voilà cette prise en charge qui est globale. Et dans l'élément, comme vous savez, un commentaire de l'élément, ce qui a manqué peut-être, c'est de dire aussi qu'on distribue la moustiquaire. Donc on joue à la fois à la prévention et à ce qu'on appelle le traitement curatif. Alors, professeur, docteur Itoin, s'il vous plaît, on va revenir sur la femme enceinte. Nous savons que c'est un risque pour la femme enceinte de contracter un palu, autant pour elle-même que pour le bébé qu'elle porte dans son sein. Alors, comment celle-ci devrait se comporter lorsqu'elle ressent déjà les signes du paludisme? Et pour celle qui n'a pas encore ces signes-là, quelle est l'attitude à adopter pour se prémunir de la maladie? Ok. Alors, pour celle qui n'a pas encore les signes, elle est enceinte, elle doit déjà faire l'effort de ne pas avoir ces signes. Déjà, en dormant sous la moustiquaire. Bien sûr, on va prendre en ligne de compte toutes les autres mesures dans son environnement. L'environnement, on va dire, c'est tout le quartier. L'environnement aussi, c'est soi-même devant sa parcelle. S'il y a des mares d'eau, s'il y a des herbes, parce que ça va héberger, bien sûr, l'agent vecteur, qui est le moustique. Elle n'est pas encore, elle n'a pas de signe, elle doit obligatoirement aller à l'hôpital. Et on va administrer un médicament, c'est un médicament qui se prend dès lors qu'elle est enceinte, et chaque mois, lorsqu'elle part voir la sage-femme ou le médecin. Maintenant, pour celle qui a déjà des signes, lorsqu'on a des signes, on ne reste pas à la maison. On se précipite, on s'empresse. On peut vraiment marteler sur ça pour aller à l'hôpital. On n'attend pas que ça s'aggrave. Dieu merci, dans notre pays, si vous prenez la ville de Pointe-Noire, les hôpitaux sont ouverts la nuit. Donc à n'importe quelle heure, on peut aller dans un hôpital et trouver une équipe. Donc, dès qu'on a des signes, on doit aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, sans vraiment perdre de temps, on administre les médicaments. Voilà ce que je peux vous dire.
Docteur Lusambo, quels sont les conseils face à toutes ces mesures prises par le gouvernement? Quels sont les conseils que vous pouvez rappeler à l'endroit des téléspectateurs, à toute la communauté congolaise? Les conseils que je voudrais rappeler à toute la population congolaise, c'est que dans votre introduction, vous avez dit que le paludisme est une maladie, est une vieille maladie, et elle est grave. Vous avez dit aussi que le paludisme constitue la première cause de consultation. C'est-à-dire, c'est à cause du paludisme qu'une grande partie de la population va à l'hôpital. Vous avez dit aussi que c'est à cause du paludisme qu'une grande partie de ceux qui vont à l'hôpital sont hospitalisés. Et enfin, vous avez dit que parmi les gens qui sont hospitalisés ou qui souffrent de paludisme, il y a une grande partie, dans notre pays, c'est 22%. 22% de ceux qui sont hospitalisés meurent de paludisme. Donc, quand vous avez ces statistiques, ces données, vous comprenez que le paludisme est la plus grande maladie de toutes les maladies dont souffrent les Congolais. Le conseil qu'on pourrait donner, c'est un conseil à nous tous, comme vient de dire le professeur. D'abord, il faut faire de telle manière que le moustique ne puisse pas avoir des conditions de développement dans notre pays. Le gouvernement a construit, à travers la municipalisation accélérée, beaucoup d'ouvrages, des caniveaux, ils ont assaini nos villes. Malheureusement, nous Congolais, on trouve quand même le moyen pour obstruer ces caniveaux à telle enseigne que l'eau ne circule plus. Or, l'eau ne circulant pas, l'eau qui stagne, c'est vraiment les conditions favorables du développement du moustique. Et c'est là où nous devons commencer effectivement le premier conseil. Ça ne concerne pas les agents de santé seulement, ça concerne les mairies, ça concerne les chefs de quartier, ça concerne les chefs de bloc, les chefs de zone, nous tous. Eh bien, la décision de travailler le premier samedi du mois, c'est une grande décision salvatrice. Si le Congolais pouvait prendre conscience de l'importance de cette décision, eh bien, nous pouvons rapidement aussi lutter contre le paludisme. Nous avons aussi des carcasses de véhicules. On sait bien qu'on ne trouvera plus les moyens pour réparer ce véhicule-là. Mais on les laisse exprès dans la cour, la parcelle ou au bord de ruelle. Et quand il y a des pluies, eh bien, ça retient de l'eau. Or, le moustique aime les eaux qui stagnent. Et là-dedans, vous aurez le développement de moustiques. Là encore, il y a des pneus qui jonchent partout. Je me rappelle qu'ici à Pointe-Noire, on a connu une épidémie de ce qu'on appelait palu-pongo, enfin les chikungunya, mais c'est parmi les moustiques. Je ne dis pas que c'est l'anophèle, mais c'est une catégorie de moustiques. Mais ça aussi, c'est dû effectivement à ce qu'on trouve la stagnation des eaux à différents niveaux. Même les pots de fleurs, puisque le Congolais commence à avoir le goût d'avoir des fleurs dans les parcelles, mais ces pots de fleurs, l'eau que nous mettons là-dedans, si nous remplaçons pas cette eau tous les 5 jours, eh bien c'est le milieu favorable au développement de paludisme. Donc, ce conseil-là, nous le donnons à tout le monde, il faut vraiment assainir le milieu, le professeur l'a dit. Le deuxième conseil, c'est éviter effectivement les piqûres de moustiques. Et il n'y a pas un moyen mieux que la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. C'est ce moyen-là qui va permettre qu'il n'y ait pas de contact entre le moustique et l'homme. Et enfin, nous disons que malgré toutes ces précautions-là, si on commence à sentir les signes de palu, il faut aller dans un centre de santé intégré où on va vous faire les tests de diagnostic rapide. Une fois positif, on vous donne les médicaments qu'on appelle les ACT, les médicaments qui sont des bons médicaments parce que ça a respecté les circuits d'approvisionnement. Ce n'est pas les médicaments qu'on trouve n'importe où, mais c'est les médicaments qui sont au centre de santé intégré, qui ont connu un circuit officiel,
qui ont été produits par les laboratoires connus par l'OMS. Ce sont ces médicaments-là qui permettent justement de soigner le paludisme simple. Maintenant, si le paludisme simple devient un paludisme grave, en ce moment-là, on s'adresse dans les hôpitaux et à Pointe-Noire, vous en avez assez, comme vient de dire le professeur Ito. Alors, nous allons ouvrir notre téléphone. Je vous avais dit dès l'entame de cette émission que vous avez l'occasion d'appeler, chers téléspectateurs, toutes vos préoccupations concernant le paludisme. Vous avez des éminents spécialistes de la question. Alors, vous pouvez parler en Kitouba, en Lingala, en français, poser toutes vos questions qui vous préoccupent. Allô? Si on peut me mettre le son du côté de la régie. Allô? Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous pour poser vos questions à l'endroit du professeur Itoin et du docteur Lusambou. Alors, docteur, en attendant que nous recevions des questions, vous avez parlé justement de la moustiquaire imprégnée, mais on a fait un constat en République du Congo, c'est un constat généralisé. Lorsque les populations reçoivent ces moustiquaires imprégnées, la tendance est d'aller les placer sur leur jardin, soit c'est sur les cimetières. Comment réagissez-vous face à ce comportement des populations? Nous dirons simplement que ces gens de populations qui reçoivent la moustiquaire et qui vont la placer dans les tombeaux, dans les jardins, en fin de compte, il leur manque une petite conscience, dans le sens où chacun de nous arrive à faire le paludisme. Chacun de nous a déjà perdu un parent pour le paludisme. Chacun de nous a vu un voisin souffrir du paludisme. Et lorsque nous insistons, et lorsque l'État, avec ses partenaires, dépense beaucoup d'argent... Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Oui, allô? Allô, nous vous écoutons, monsieur. Posez votre question. Alors, madame, nous vous écoutons. Oui. Y a-t-il un moyen d'éradiquer précisément le paludisme? Moi, je parle de l'insecte en elle. Vous s'il y a le paludisme, on te dit que l'insecte est toujours permanent. Y a un moyen efficace que le gouvernement a mis en place pour que nous puissions éradiquer les insectes de manière intégrale? Alors, le téléspectateur veut savoir s'il y a un moyen efficace que le gouvernement a mis en place pour éradiquer définitivement le paludisme au Congo. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour la question. L'éradication du paludisme est une volonté effectivement de tous les États qui font partie du système des Nations Unies. Lorsque nous parlons de l'agenda 2030, parmi les décisions des objectifs de développement durable, il y a effectivement l'élimination du paludisme. Certains pays sont en bonne voie. Certains pays, même africains, sont en bonne voie d'élimination. Mais ces pays-là bénéficient des circonstances. Ils n'ont pas des climats que nous avons, de la pluviométrie assez importante. Et du coup, ils n'ont pas véritablement une grande population de moustiques dans leur pays et facilement ils peuvent éradiquer. Allô, je vous en prie, docteur. Oui, allô, monsieur. Allô. Oui, nous vous écoutons. Comment vous appelez-vous et d'où vous nous appelez? Allô, monsieur? Oui. Oui. Allô. Comment vous appelez-vous et d'où nous... Oui. Je demande parce que... Votre question s'adresse à qui? Nous avons le professeur Itoa. Oui, allez-y. En Kouikou. Ah, vous nous appelez de Kouikou. Monsieur Laurel, votre question. Allez-y. Oh là là, nous l'avons perdu. Alors, professeur, docteur, vous allez poursuivre. Oui, je disais que c'est une volonté des chefs d'État de
tous les pays qui font partie du système des Nations Unies d'éliminer le paludisme d'ici 2030. C'est l'ODD 3, c'est la cible 3.3. Malheureusement, le combat est assez long. Hein? Il faut effectivement passer par d'autres étapes. La première étape, c'est l'étape de contrôle de la maladie. Et le Congo se trouve effectivement à cette étape de contrôle de la maladie. Après, nous passerons à l'étape de l'éradication, de l'élimination de la maladie. Cette étape-là aussi a des exigences. Ce n'est qu'après l'élimination qu'on arrivera à l'éradication totale de la maladie. Donc, jusqu'en 2030, le chemin est encore long. Nous avons des stratégies. Et vous avez dit qu'il y a certains Congolais qui prennent des moustiquaires, par exemple, qui vont les mettre dans les cimetières. Allô? Si nous nous comportons, nous tous comme ça, il sera difficile. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Allô? Comment vous appelez-vous? D'où nous appelez-vous? Allô? Vous êtes... Monsieur Makaya, vous nous appelez depuis Luandili. Quelle est votre question? Ma question, Oh là là. Décidément, ils ont un problème de réseau. Nous l'avons perdu à nouveau. Alors, pour terminer, je voulais dire que l'OMS a engagé des recherches pour le vaccin. Mais le vaccin ne sera pas disponible d'ici 2-3 ans. Il va falloir que l'OMS continue la recherche et ce n'est qu'après avoir eu toutes les précautions, en ce moment-là, on parlera justement de vaccin. Pour l'heure, c'est 3 pays. Justement, docteur, ce vaccin a été expérimenté dans quelques pays d'Afrique, dans le Libéria, et ça a été une expérience réussie. Et pourquoi autant de temps pour justement rendre disponible ce vaccin? Vous savez, madame, en matière de vaccin, on a expérimenté à l'étape expérimentale dans 4 pays, pas le Libéria. Il s'agit du Kenya, le Kenya, s'il vous plaît, autant pour moi. De Malawi. Hein, ce sont ces pays-là, il y en a 4 où on a expérimenté, effectivement. Et là, ils ont remarqué que l'efficacité varie entre 33 et 70% d'efficacité. Tant qu'ils n'auront pas atteint l'efficacité de plus de 80-90%, eh bien, ils ne peuvent pas produire à grande échelle ce vaccin-là. Donc, prenons le mal à patience. Et ensuite, l'introduction d'un vaccin obéit à plusieurs étapes. Et notre pays aussi sera certainement le moment venu candidat à ce vaccin. Professeur Itoa, est-ce que vous... oui, professeur Itoa, je vous en prie. Est-ce que vous pensez que juste le vaccin contre le paludisme, le tout premier du genre d'ailleurs, changera quelque chose dans la lutte contre le paludisme? Le vaccin dans sa nature aurait été fait disparaître même la maladie quand c'est efficace. Le vaccin, ça veut dire que dès que le microbe pénètre l'organisme, eh bien, le vaccin a d'ailleurs ce qu'on appelle les anticorps, ça tue. Donc, le vaccin serait la meilleure des solutions. Mais malheureusement, produire un vaccin, ça obéit à un mécanisme qui a la part longue et surtout obéit à des normes. Tout à l'heure, le directeur du programme disait qu'il faut une efficacité. Parce qu'il ne s'agit pas de produire, mais il s'agit d'être efficace. Il s'agit d'être efficace. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. D'où vous nous appelez et comment vous appelez-vous? Je suis monsieur Bernard, j'appelle depuis le quartier Siafoumou. Monsieur Bernard appelle depuis le quartier Siafoumou. Votre question à l'endroit des spécialistes. Je viens tout juste de me connecter à la télévision. Je me suis rendu compte de l'émission. J'avais juste une question. Oui, allez-y. Cette gratuité-là, est-elle offerte dans tous les centres de santé intégrés ou il y a des centres de santé spécialisés pour cette gratuité? Est-ce que c'est dans tous les hôpitaux qu'on peut y accéder à ce service de gratuité-là? Monsieur Makaya voudrait savoir si la gratuité du traitement... Et monsieur Bernard, madame. Monsieur Bernard, si la gratuité du traitement, elle est effective dans tous les centres de santé intégrés ou est-ce qu'il y a des centres spécialisés pour cela? Bon, il s'agit, madame la journaliste, merci monsieur Makaya, merci de la question.
Nous disons simplement que le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, avec ses partenaires, les partenaires du ministère de la Santé, qui est le Fonds mondial, achète les traitements de médicaments contre le paludisme et les médicaments arrivent dans les directions départementales, lesquelles directions départementales doivent les faire arriver au niveau de formation sanitaire. Et là, c'est les médecins-chefs des districts sanitaires qui ont la lourde responsabilité de passer chaque mois dans chaque centre de santé intégré pour vérifier si effectivement il y a les tests de diagnostic rapide et s'il y a les médicaments de gratuité de paludisme. Donc nous pensons que la décision est prise pour toute la République et non une partie de la République. Appelez-nous, posez vos questions. Les éminents spécialistes sont là pour vous. Ils sont disponibles pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, allez-y, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Allô? Allô? Professeur, la gratuité du paludisme, nous pensons que c'est une période. Vous avez parlé de l'année 2008. Est-ce qu'il y a un temps qui a été arrêté où cette gratuité-là prendra fin ou est-ce qu'elle va courir définitivement en République du Congo? Mais je pense que cette question... C'est le docteur Lusambo. Non, mais il s'agit d'une décision du président de la République, c'est un décret. Le décret est valable, il court le temps qu'il court. Donc nous ne pensons pas qu'on puisse arrêter effectivement cette stratégie avant l'élimination dont vous avez parlé. Donc le gouvernement fait de son mieux avec ses partenaires pour effectivement rendre disponible cette gratuité. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette tribune. Professeur Itouin, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs pour conclure. Okay. À l'endroit des téléspectateurs, c'est répondre ce qu'on a dit au début, en ce sens que c'est une maladie, c'est la plus répandue des maladies, on va dire, liées à des parasites. Et ça tue. Ça les a tués. Et ça va continuer à tuer. Et l'arme la plus efficace, c'est la prévention. Et la prévention est d'abord liée à notre environnement. Faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de moustique. Et faire de telle sorte aussi que le moustique ne pique pas. Donc, mettre une barrière, mettre les barrières. Et la barrière la plus efficace actuellement reconnue, c'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Mais si, par malheur, il y a des manifestations, s'il vous plaît, qu'on ne perde pas le temps. Qu'on ne perde pas le temps en faisant de l'automédication, qu'on ne perde pas le temps à aller n'importe où, il faut aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a disponibilité, non seulement les moyens du diagnostic, mais aussi le docteur. Docteur Lusambo. Non, en conclusion, je dirais simplement, j'ajouterai à ce que le professeur vient de dire, au paludisme, au programme national de lutte contre le paludisme, nous disons que ensemble et avec l'effort de tous, l'élimination du paludisme est possible. Nous disons tous parce qu'il ne s'agit pas seulement le seul secteur de la santé, mais il s'agit de tous les secteurs de la vie nationale pour qu'ensemble nous croisons les doigts, nous travaillons, nous assainissons le milieu et nous faisons aussi la prévention, comme venait de dire le professeur. C'est à ce moment-là que nous allons éliminer le paludisme en République du Congo. Alors, ensemble, nous allons éliminer le paludisme en République du Congo. Cela demande l'implication de tous, les pouvoirs publics, mais aussi les populations que nous sommes. Chacun doit mettre la main à la pâte pour bouter ce fléau dans le pays. Je vous rappelle que cette tribune spéciale consacrée à la gratuité du traitement du paludisme en République du Congo vous a été offerte, a été proposée par le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, le CRS, et en partenariat avec le Fonds mondial. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Rappelons que nous avons eu des spécialistes, en l'occurrence le professeur Itouin Clotaire,
chef de service gynécologie obstétrique au CHU de Brazzaville, et le docteur Antoine Loussambou, directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Merci à vous d'avoir été des nôtres.